À Tiaroy, un quartier populaire aux ruelles poussiéreuses, Aïssatou, 19 ans, vit chez sa tante Daba depuis la mort de ses parents dans un accident de car suspect, jamais vraiment élucidé. Son quotidien est rythmé par les cris du marché, le claquement des aiguilles dans l'atelier familial et les prières du soir. Elle rêve de devenir styliste, de dessiner des vêtements qui racontent les histoires des femmes oubliées. Chaque nuit, elle cache sous son matelas un carnet de croquis, griffonné avec l'urgence de vivre, comme si chaque page pouvait la sauver de l'oubli. Mais dans l'ombre, Daba a conclu un accord secret avec Mustapha Dey, un homme d'affaires influent, veuf à 2 reprises, dont les rumeurs murmurent qu'il sait faire disparaître les problèmes. Ce qu'il cherche, une épouse jeune, docile, silencieuse, une ombre bien habillée. Une nuit, alors qu'Aïssatou revient de la mosquée, elle surprend une conversation étouffée derrière la porte entr'ouverte de la cour. Elle ne doit rien savoir. Tout doit rester discret jusqu'à l'annonce. Mustapha a payé double. Le monde d'Aïssatou s'effondre. Elle comprend qu'elle n'est qu'un bien à vendre, une marchandise de luxe empaquetée d'illusions. Un poids lourd s'abat sur sa poitrine. Ses mains tremblent. Son carnet glisse au sol. Les croquis s'éparpillent comme les morceaux d'un rêve brisé. Le lendemain, Aïssatou ne dort pas. Ses yeux sont grands ouverts, figés dans le vide. Le chant du muezzin la tire d'un sommeil factice. Autour d'elle, la maison respire l'habitude. Daba prie, la radio crépite, les aiguilles s'entrechoquent dans l'atelier. Mais pour Aïssatou, quelque chose est mort dans la nuit. Elle évite le regard de sa tante, redoute chaque mot, chaque sourire. Tout semble faux maintenant. Elle veut crier, demander des explications, mais sa gorge est serrée, prise dans les filets du respect, de la peur et de cette foutue loyauté qu'on inculque aux filles depuis l'enfance. À l'atelier, elle brode mécaniquement, sans âme. Ses doigts suivent les motifs, mais son esprit erre. Elle pense à fuir. Elle pense à son père, à sa mère, à leur absence devenue trahison. Était-ce pour en arriver là qu'ils étaient morts? À midi, Daba lui tend un bol de thieboudienne comme si de rien n'était. Mange, tu as besoin de force. Aïssatou la fixe, longtemps. Elle voudrait lui dire qu'elle sait, mais elle baisse les yeux. Ce silence, c'est sa première erreur. Le soir venu, elle grimpe sur la terrasse et ouvre son carnet. Les pages semblent lui faire honte. Que vaut un rêve dans un monde où l'on vous vend sans même vous consulter? Elle déchire un dessin, puis un autre. Mais au 3e, ses mains tremblent. Ah, elle s'arrête. Quelque part en elle, une petite voix refuse de mourir. Elle ne sait pas encore comment, mais une chose est sûre, elle ne se laissera pas emmener comme une brebis docile, même si elle doit se brûler les ailes pour s'échapper. 2 jours passent. 2 jours de regards fuyants, de soupirs étouffés, de silence plus lourd que les paroles. Aïssatou n'a rien dit, mais elle n'a rien oublié. Chaque heure la rapproche d'un piège qui se referme. Et personne autour d'elle ne semble vouloir briser le cercle. Un matin, alors qu'elle s'apprête à sortir, Daba lui tend un paquet enveloppé dans un tissu brodé. « C'est pour toi, Dara ?» dit-elle simplement, un tailleur, pour dimanche. Aïssatou comprend. Ce n'est pas un cadeau, c'est une mise en vitrine. Elle prend le paquet, le serre contre elle et monte dans sa chambre. Elle ne pleure pas, elle fixe l'enveloppe comme une menace. Dimanche, le jour de l'annonce. Le jour où Mustapha Dey viendra sceller un accord qu'elle n'a jamais consenti. Mais cette fois, elle refuse de rester immobile. Elle ouvre son carnet de croquis, rassemble les dessins qu'elle n'a pas encore déchirés et les relit un à un comme on relit des lettres d'adieu. Puis, elle en sélectionne 3, ses préférés. Elle les plie soigneusement, les glisse dans une enveloppe et sort. Destination, le centre culturel du quartier. Là-bas, elle connaît Fatou Bey, une animatrice douce et vive qui encourage les jeunes à croire en leur talent. Quand Aïssatou pousse la porte, Fatou l'accueille avec un sourire franc. « Tu as quelque chose pour moi ?»« Peut-être, » murmura Aïssatou, « quelque chose qui pourrait changer ma vie. » Elle tend les dessins. Fatou les observe, lève les yeux, bouche entrouverte. « Qui a fait ça ?»« Moi. » Silence. Puis Fatou hoche la tête lentement. « Reviens demain. Et surtout, ne laisse personne t'éteindre. » Pour la première fois depuis des jours, Aïssatou sent une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Ce n'est pas encore la liberté, mais c'en est le premier fil. Le lendemain, le soleil tape fort sur Tiaroy. Les enfants courent dans les ruelles, insouciants, pendant qu'Aïssatou se glisse discrètement hors de la maison,
Dans son sac, une bouteille d'eau, son carnet et l'espoir fragile d'une échappée. Au centre culturel, Fatou l'attend déjà, un dossier à la main. J'ai parlé de toi à une amie qui travaille dans une école de mode à Dakar Plateau. Elle a accepté de voir ton travail. Si elle est convaincue, tu pourrais intégrer leur programme pour jeunes créateurs. Aïssatou reste figée. « C'est sérieux ?» demande-t-elle, la voix tremblante. « Aussi sérieux que ta vie », répond Fatou. « Mais tu dois agir vite. Les candidatures ferment dans 3 jours. Et tu sais ce que ça veut dire. Convaincre, te présenter et affronter ceux qui veulent te retenir. » Le mot claque dans sa tête. « Affronter ». Quand elle rentre chez elle ce soir-là, la lumière est encore allumée dans la cour. Daba est là, assise, en train d'équeuter des haricots, l'air serein. Mais, sous cette apparence tranquille, Aïssatou sent la tempête. « Tu es sortie ?» demande sa tante sans lever les yeux. « Oui, tu aurais pu prévenir. Comme toi, quand tu as vendu ma vie ?» Silence. Les haricots tombent un à un sur le sol. Daba lève enfin les yeux, surpris par cette voix qu'elle ne reconnaît plus. Aïssatou n'attend pas sa réponse. Elle monte dans sa chambre, ferme la porte et tourne la clé. Ce soir, elle prépare son dossier. Ce soir, elle écrit sa propre annonce. Dans la nuit, elle entend Daba pleurer. Mais quelque chose a changé. Aïssatou n'est plus une fille que l'on pousse sans la consulter. Elle est une voix qui s'élève. Et si le destin est un tissu, alors désormais, c'est elle qui tient l'aiguille. Le matin est gris, lourd, presque menaçant. Aïssatou se réveille avec l'angoisse tapie au creux du ventre. Mais elle ne vacille pas. Aujourd'hui, elle doit se rendre à Dakar Plateau, à l'école de mode. Elle s'habille sobrement, attache son foulard avec soin et prend le dossier préparé avec Fatou. Chaque croquis, chaque ligne, chaque couleur parle d'elle. Avant de franchir la porte, Daba l'attend dans le couloir, le regard sombre. « Tu vas où ?»« À Dakar. Pour moi. » Daba serre les lèvres. Elle tente encore une dernière fois. « Tu crois que la vie, c'est des dessins et des rêves. Tu crois qu'une fille comme toi peut s'en sortir sans protection. Tu préfères quoi ? Mourir pauvre et seule ? Ou vivre tranquille avec un homme qui peut te mettre à l'abri ?» Aïssatou la regarde longtemps. Quelque chose s'effondre doucement entre elles, un lien ancien, tissé de non-dits et de sacrifices mal compris. « Je préfère échouer libre que réussir enchaîné, » répond-elle, et elle sort. Le trajet jusqu'au plateau est long, secoué, poussiéreux, mais dans le car rapide, elle serre son dossier contre elle comme une amulette. Arrivée devant le bâtiment de l'école, elle sent son cœur tambouriner. Elle entre. Le jury est composé de 3 femmes et d'un homme. L'amie de Fatou lui sourit, rassurante. « Tu as 5 minutes. Montre-nous qui tu es. » Les mains tremblantes au début, Aïssatou déroule ses dessins, raconte ses inspirations, ses douleurs, ses espoirs. Elle parle des femmes du marché, de sa mère, des tissus qui crient la mémoire de celles qu'on oublie. Elle n'a jamais été aussi vraie. Quand elle termine, le silence est total. Puis, une voix dit simplement « Tu as du feu dans les doigts ». Une autre ajoute « Et dans le cœur ». Elle sort de là sans promesse, mais avec une étincelle. Elle a été vue. Mais à son retour à Tiaroy, un mot l'attend, glissé sous la porte, écrit d'une main ferme. « Tu peux courir, mais dimanche approche. Monsieur D. » Un frisson glacial traverse sa colonne. Le couteau est sorti de l'ombre. Le billet de Mustapha D brûle dans la paume d'Aïssatou comme une menace vivante. Les lettres sont nettes, l'encre noire, presque arrogante. C'est pas une simple note, c'est un avertissement. Une promesse déguisée en menace. Elle regarde autour d'elle, soudain méfiante. Chaque passant semble complice. Chaque regard dans la rue lui donne la sensation d'être suivi. Son monde, déjà fragile, commence à se fissurer plus profondément. Même le ciel semble peser plus lourd. Elle se réfugie au centre culturel. Fatou la voit arriver, blême, essoufflée. « Tu vas bien ?» Aïssatou lui tend le billet sans un mot. Fatou le lit, pâlit à son tour. « Ce type est dangereux, souffle-t-elle. Il a des gens partout. Il ne plaisante pas. » Aïssatou ferme les yeux. Elle sent la peur monter, mais elle refuse de la laisser l'envahir. « Je ne veux pas qu'il décide de ma vie. Pas lui. Pas eux. » « Alors il faut agir vite, dit Fatou. Je vais t'aider. Tu vas partir d'ici. Demain soir, on t'emmène chez une amie à Rufisque. Là-bas, tu seras en sécurité. » Aïssatou hoche la tête, le cœur serré. Elle n'avait pas prévu de fuir, elle voulait se battre. Mais parfois, fuir, c'est survivre. Et survivre, c'est aussi résister. La nuit tombe sur Tiaroy comme un rideau d'encre dans la maison. Daba est silencieuse. Elle semble ailleurs, inquiète, ou peut-être coupable.
Aïssatou prépare discrètement un sac, quelques vêtements, ses croquis, un petit peu d'argent caché dans une vieille boîte de perles. Mais alors qu'elle s'apprête à dormir, un bruit à la fenêtre. Une silhouette, une voix grave. Tu crois pouvoir t'échapper? Il n'y a pas de sortie. Elle hurle. La silhouette disparaît aussitôt. Daba accourt affolé, mais quand Aïssatou raconte, sa tante baisse les yeux. Et là, Aïssatou comprend. Daba savait, elle savait qu'il viendrait, qu'il la traquerait, et elle n'a rien dit. La maison est plongée dans un silence lourd. Daba, d'abord figé, finit par s'asseoir lentement sur le rebord du lit d'Aïssatou. Son visage est fatigué, ravagé par une tension qu'elle ne cache plus. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, » murmure-t-elle. « Je voulais juste te protéger, t'assurer une vie meilleure. Pas comme la mienne. Pas comme celle de ta mère. » Aïssatou serre les poings. En me vendant à un homme dont le nom fait peur à tout un quartier? Je n'ai pas eu le choix, se défend Daba. Mustapha D m'a sauvé il y a des années. Il m'a sorti d'une dette qui aurait pu me tuer. Il m'a dit qu'un jour, il demanderait un service. Ce jour est venu, et j'ai cru bien faire. Des larmes roulent sur les joues d'Aïssatou, pas de tristesse, de colère, de trahison. Tu as cru qu'une robe dorée effacerait mes chaînes, qu'un mariage forcé serait un avenir? Daba ne répond pas, ses mains tremblent. Sa voix se brise. Tu es ma seule famille. Je n'ai plus que toi, et je voulais te sauver, à ma manière. Mais pour Aïssatou, il est trop tard pour les demi-mesures. Elle ferme son sac, se lève. Alors maintenant, c'est moi qui vais me sauver, avec ou sans toi. Dans la nuit noire, elle quitte la maison sur la pointe des pieds. Dans les ruelles, chaque bruit la fait sursauter. Mais elle avance, guidée par l'instinct, par la peur et par la flamme têtue qu'elle garde en elle. Elle retrouve Fatou près de la mosquée. Une voiture l'attend. À l'intérieur, une femme d'une 50aine d'années au regard franc et direct. Monte. On t'emmène loin de ce cauchemar. Aïssatou monte sans un mot. Elle ne sait pas ce qui l'attend à Rufisque. Mais elle sait une chose. Elle vient de reprendre possession de sa vie. Et ça, aucun homme ne pourra le lui voler. Le trajet jusqu'à Rufisque se fait dans le silence. À l'arrière de la voiture, Aïssatou regarde défiler les lampadaires comme autant de battements de cœur. Chaque minute qui passe est une couture de plus qui la détache de son ancienne vie. La voiture s'arrête devant une maison modeste entourée de citronniers. La femme au volant, Mamende, descend la première. Ici, tu es en sécurité. Personne ne viendra te chercher sans passer par moi. Dans la maison, l'odeur du café, les murs chauds, les livres empilés, tout respire la simplicité et la liberté. Aïssatou s'effondre sur un matelas posé au sol, épuisée, mais vivante. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'endort sans craindre d'être vendue au réveil. Le lendemain, Mamende lui montre un coin de la maison transformé en petit atelier. Une vieille machine à coudre, des tissus colorés, des bobines poussiéreuses. Aïssatou a les yeux qui brillent. « J'ai enseigné la couture pendant 20 ans, dit Mamende. Si tu veux apprendre plus que le dessin, tu es au bon endroit. » Alors elle s'y met. Corps encore tendu, cœur encore meurtri, mais mains en mouvement. Chaque point est une revanche, chaque couture une déclaration. Elle y met ses nuits, son passé, ses peurs, sa colère. Elle ne coupe pas seulement des vêtements, elle recoude sa propre histoire. Un soir, alors qu'elle rentre de la plage, le téléphone de Mamende sonne. Elle décroche, écoute, puis fixe Aïssatou, grave. C'était Fatou. Mustapha D te cherche. Il a offert une récompense à quiconque le préviendra s'il t'aperçoit. Aïssatou reste immobile, elle ne pleure pas, elle ne tremble plus, qu'il cherche. Moi je me trouve. Et dans la lumière du soir, elle reprend l'aiguille, plus déterminée que jamais. Une semaine a passé. À Rufisque, le rythme s'est installé. Le calme, les matinées d'apprentissage, les soirées à rêver devant les vagues. Aïssatou commence à reprendre confiance, à respirer. Sa main est plus assurée, ses croquis plus audacieux, ses modèles prennent forme sur les mannequins que Mamende lui a bricolés avec des vieux draps. Mais un matin, alors qu'elle trie des affaires dans un vieux sac que lui a fait parvenir, elle tombe sur une clé USB minuscule coincée dans une couture de la doublure. Étonnée, elle la branche sur l'ordinateur de la maison. Un unique fichier s'ouvre. Une vidéo. On y voit sa mère, plus jeune, belle. Elle parle face caméra, émue, la voix brisée par l'urgence. Si jamais il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas un accident, ce ne sera pas le hasard, ce sera lui. Puis elle prononce un nom. Mustapha d'Aïssatou se glace. Elle comprend. L'accident de car, la disparition, le silence.
Tout était lié. Sa mère avait voulu parler, elle avait voulu dénoncer, et elle en était morte. Aïssatou recule de l'écran, le souffle coupé. Un cri monte en elle, profond, ancestral. Elle a été trahie bien avant sa naissance. Et le piège tendu sur sa propre vie n'est que la répétition d'une horreur plus ancienne. Elle court vers Mamendeye, lui montre la vidéo. La vieille femme la regarde, secoue lentement la tête. « Tu ne peux plus fuir maintenant. Tu tiens une vérité que personne n'a jamais osé montrer. Je veux le dénoncer, dit Aïssatou. Je veux que le monde sache. Je veux briser son empire de peur. » Mamendeye la regarde longuement. « Alors, prépare-toi, parce qu'il ne laissera pas passer ça. Tu vas devoir être plus forte que tu ne l'as jamais été. » Et Aïssatou sait qu'il n'y aura plus de retour possible. La nuit tombe sur Rufisque, mais dans le cœur d'Aïssatou, une lumière brûle. Une colère froide, une flamme déterminée. Elle ne dort pas. Elle prépare. Elle visionne la vidéo encore et encore. Chaque mot de sa mère est une arme. Chaque silence, une plaie ancienne qui réclame justice. Le lendemain, elle prend rendez-vous avec une jeune journaliste indépendante, Aminata Sow, que Fatou lui a recommandée. Connue pour ses reportages engagés et son obsession de la vérité, Aminata accepte de la rencontrer dans un café discret à Bargny. Aïssatou arrive voilée, lunettes de soleil sur le nez. La peur est là, mais elle n'a plus le droit de reculer. « Je suis la fille d'Awa Diouf », dit-elle à la journaliste, « et j'ai une vidéo qui pourrait faire tomber un homme puissant. » Aminata l'écoute, sans l'interrompre. Quand elle regarde la vidéo, ses mains se crispent. « Tu comprends ce que tu me donnes là ? Ce n'est pas un témoignage, c'est une bombe. Et si on la fait exploser, tu dois être prête à en subir les éclats. » Aïssatou hoche la tête. « J'ai déjà été brisée une fois. Je préfère exploser en 1000 morceaux que vivre dans l'ombre d'un mensonge. » Elle décide d'agir vite. Aminata prépare un reportage, un dossier complet. En parallèle, elle contacte des ONG, des avocats, des défenseurs des droits humains. L'affaire doit éclater au grand jour, encadrée, protégée. Mais Mustapha Dey commence à sentir le vent tourner. Le surlendemain, un mot glissait sous la porte de la maison de Mamendeye. « Tu joues avec le feu. » Et le feu brûle, même les innocents. Aïssatou sent la menace. Elle a peur pour Mamendeye, pour Fatou, pour celles qui l'ont aidée. Mais cette fois, elle ne veut pas fuir. « Qu'ils viennent, dit-elle. Moi, je suis prête. » Le jour suivant, Aminata publie un teaser. Une voix off, floue la silhouette d'Aïssatou dans l'ombre, et une promesse en lettres blanches. Elle a été vendue, sa mère assassinée. L'homme derrière l'Empire tremble. Ce dimanche, la vérité sera diffusée. Le compte à rebours est lancé. Dimanche. Le jour que Mustapha Dey avait choisi pour annoncer son nouveau mariage. Le jour qu'Aïssatou a retourné contre lui. À l'aube, elle est déjà réveillée, habillée de noir. Pas en signe de deuil, en signe de guerre. Elle serre dans ses mains son carnet de croquis, talisman de son combat, et regarde le ciel orangé se lever sur Rufisque. Un air de tension flotte dans la maison. À Dakar, Aminata Sow est prête. À 10h pile, elle met en ligne la vidéo sur les réseaux sociaux, avec ce simple titre « Le prix du silence, témoignage d'Aïssatou Diouf ». En quelques heures, la vidéo explose. Les vues montent comme une marée. Les partages se comptent par milliers. Les commentaires affluent. Des journalistes, des activistes, des anonymes prennent la parole. Le nom de Mustapha Dey devient une onde de choc dans tout le pays. Et le visage d'Awa Diouf, qui raconte sa vérité d'outre-tombe, devient le symbole d'un combat qu'on avait voulu enterrer. Mustapha Dey, de son côté, nie tout. Il organise une conférence de presse. Il parle de complot, de falsification, de tentatives de chantage. Mais l'opinion publique ne le croit plus. Trop de femmes se reconnaissent dans le récit d'Aïssatou. Trop de silence résonne d'un même écho. Dans l'après-midi, une foule commence à se rassembler devant le centre culturel de Tiaroye. Des femmes, des jeunes, des voix. Elles chantent le nom d'Aïssatou. Elles brandissent des tissus, des pancartes. Elles disent « Nous ne sommes plus à vendre ». Aïssatou regarde les images sur le téléphone de Mamendeye, les yeux pleins de larmes. Pas de tristesse, de puissance. Puis un appel. Fatou. Essoufflé, affolé. Ils viennent. Des hommes en voiture. Ils te cherchent, ils ne veulent pas que tu survives à ta propre histoire. Mamendeye ne pose pas de questions. Elle lève un vieux tapis dans le salon, révèle une trappe, un ancien abri. Descends, cache-toi. Mais Aïssatou reste debout. Non, je me suis tue trop longtemps. Aujourd'hui, s'ils veulent me faire taire, qu'ils le fassent devant tout le monde.
Elle sort. Elle se dresse devant la maison, et quand les deux voitures noires s'arrêtent à quelques mètres, c'est tout le quartier qui s'avance avec elle. Un homme s'approche, lunettes noires, oreillettes, il la fixe. Mais derrière Aïssatou, des dizaines de femmes se lèvent, solidaires, visibles. L'homme hésite, puis recule. La peur a changé de camp. Les jours passent. La tempête médiatique ne faiblit pas. Le nom d'Aïssatou est sur toutes les lèvres, à la radio, sur les réseaux, dans les universités, dans les daharas, dans les salons de coiffure. Certaines l'appellent la fille du silence, d'autres l'aiguille du peuple. Mais elle reste simplement Aïssatou. Une jeune femme qui a osé dire non. Des témoignages affluents. D'autres femmes brisées par Mustapha D osent parler, encouragées par son courage. L'image de l'homme d'affaires tombe, son emprise s'effrite, une enquête judiciaire est ouverte, ses avoirs sont gelés, son nom n'effraie plus. Il s'allie. Pendant ce temps, Aïssatou reprend sa vie en main. Elle est invitée à Dakar, à l'école des arts et métiers de la mode, celle dont elle rêvait. Une bourse complète lui est attribuée. Pas par pitié, mais par reconnaissance de son talent, de sa voix, de sa lutte. À la rentrée, elle entre dans l'amphithéâtre sous les regards admiratifs de jeunes comme elle. Dans son sac, toujours ce carnet noir, maintenant rempli jusqu'à la dernière page. Elle en entame un nouveau, à la couverture rouge cette fois. Rouge comme la colère, rouge comme le courage, rouge comme la vie qui ne se plie plus. Un soir, sur le toit de son nouvel internat, elle regarde les lumières de Dakar danser sous les étoiles. À ses côtés, Aminata Sow lui tend un exemplaire du journal du jour. En une, sa photo. Titre, elle a recousu son histoire. Tu regrettes, demande la journaliste. Pas une seconde, répond Aïssatou. J'ai perdu l'innocence, mais j'ai gagné ma voix. Elle ferme les yeux. Elle pense à sa mère, à Daba, silencieuse depuis l'éclatement de l'affaire, mais qui lui a fait parvenir discrètement un sac de tissu traditionnel et une simple note. Je n'ai pas su t'aimer comme il fallait, mais je suis fier de toi. Aïssatou sourit. Elle n'oubliera rien. Ni la douleur, ni la trahison, ni la peur. Mais désormais, elle avance avec la force de celles qui ne se taisent plus. Une nouvelle génération de femmes se lève derrière elle, et elle sera leur fil conducteur. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout, continuer l'aventure avec nous.